Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais hâte d'avoir le temps de tourner une vidéo. Ça fait un mois et demi que j'ai rien posté et franchement mes réseaux sociaux sont en PLS en ce moment. Ça vient bon, je m'organise petit à petit mais je monte plein de projets. Je vous rappelle que j'ai changé de statut d'entreprise cette année donc ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. Bon bref, je vous passe ces détails là, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la saison, des ancrages de vos émotions. On va aussi parler de parentalité, de loi d'attraction et de certaines choses qui sont challengeantes. Donc voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vivez cette période de transition entre l'été et l'automne. On a eu un bel été ensoleillé, un beau ciel bleu, de bonnes températures. Et là, brutalement, les températures baissent, ça change assez rapidement. Et du coup, on a notre ciel gris, la pluie, la gadoue, les feuilles qui tombent des arbres. Bon bref, c'est l'automne, c'est normal. Mais souvent, c'est difficile à encaisser. Il y a les transformations dans le corps. Et du coup, justement, je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'est un ancrage et de comment est-ce que vous pouvez faire pour repérer ça lorsque vous le vivez et du coup aussi pour le transformer. En fait, un ancrage, c'est une association entre deux choses, quelque chose que vous avez vécu avec une charge émotionnelle qui est positive ou négative et un stimuli extérieur, donc ça peut concerner quelque chose que vous voyez, que vous entendez ou que vous sentez. Là, en l'occurrence, on sent les odeurs de l'automne, on voit l'automne tout autour de nous, on sent aussi la fraîcheur des températures et ça fait remonter des choses qu'on a vécues les années précédentes à la même période. Donc si par exemple il y a un an ou il y a 10 ans ou même 30 ans, vous avez vécu des chocs émotionnels, des traumatismes, des choses difficiles, et bien en fait votre corps s'en souvient et il se souvient que c'est à cette période-là. Et vous savez que le monde extérieur, c'est le miroir de notre monde intérieur, mais si on n'en est pas conscient, alors on pense que c'est normal. De toute façon, tout le monde pense que c'est normal d'être stressé aujourd'hui. Donc du coup, vous allez avoir tendance à penser que oh bah je suis un petit peu malade, mais c'est normal, les températures elles changent, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas passé, j'ai du mal à dormir, mais il paraît que c'est la lune, etc. Alors qu'en réalité, vous êtes en train de faire remonter tout simplement des charges émotionnelles que vous n'avez pas digérées parce qu'à cette période-là, vous avez vécu des choses qui étaient similaires. Il y a 10 ans, je me suis séparée de mon conjoint à cette même période. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, donc ça remonte. Mais ça a été une période compliquée et il y a 6-7 ans, j'ai du mal avec la notion du temps, mais bon, à peu près, j'ai démarré une sorte de grosse dépression qu'on appelle la nuit noire de l'âme et j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Et donc, c'était la période la plus difficile de toute ma vie parce que j'avais tellement peur de mon état émotionnel, je me sentais tellement dans la souffrance que j'ai très peur vraiment de ne pas me relever. J'ai vraiment cru que j'allais jamais m'en relever. Donc je suis restée vraiment coincée là-dedans un bon moment. Et donc à chaque fois que je redescends petit à petit vers l'automne, eh bien ça fait remonter des émotions que je n'ai pas digérées. Donc bien entendu, vous vous doutez bien en me connaissant que je me suis fait toutes les séances nécessaires pour pouvoir réécrire, réimprimer de nouvelles choses à l'intérieur de moi, mais surtout désactiver toutes les charges émotionnelles qui étaient reliées à cette période. Donc aujourd'hui, on va dire que je suis peut-être à peu près 5% de ce que je pouvais ressentir à l'époque. Autrement dit, c'est rien du tout. Et donc du coup, quand je me retrouve face à 5% de charges émotionnelles, je vais pas me faire une grosse séance de libération et aller me promener dans mon inconscient, c'est pas nécessaire. Je vais simplement chercher à programmer quelque chose de nouveau et créer une bascule intérieure. Et du coup, je vais vous donner une astuce. Je me suis dit que ce serait vraiment cool de partager ça avec vous parce que je suis persuadée que vous êtes nombreux et nombreuses à vous réveiller le matin avec des difficultés parce que le matin, notre cerveau projette notre journée, il calcule tout ce qu'on est censé vivre aujourd'hui et si du coup, dans le passé, il y a des charges émotionnelles pas très agréables, bah, votre cerveau va les utiliser, il va vous dire, à mon avis, d'après ce que tu as vécu dans ton avenir, aujourd'hui, c'est censé se produire ça, 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 et donc ça va engendrer des émotions. Donc soit de la joie, du bonheur, ou soit à l'inverse, des angoisses, de la tristesse, du mal à se lever, un sentiment de fatigue, du mal à se repulper le matin et avoir du peps. Et du coup, justement, il y a quelques jours, je me suis réveillée et j'ai senti qu'à cet endroit-là, j'avais une émotion un peu grise, quoi, quelque chose de pas ouf. Bon, je sais l'identifier, c'était de la peine que je ressentais, mais c'était pas très intense. Sauf que le matin, ma routine, c'est je me lève, je me couche dans le lit de mon fils, je lui fais des papouilles, je le réveille, et puis ensuite on descend ensemble. Et là, je voulais vraiment pas le réveiller dans cette énergie-là, parce que c'était pas ouf, pas top. Donc je me suis réveillée. Donc pour vous donner un exemple, hein, tellement j'avais besoin de me réveiller, je me suis brossé les dents avant même de déjeuner, c'était n'importe quoi. Et ensuite, une fois que j'étais bien réveillée, je me suis posée et en 15 secondes chrono, c'est parti, j'ai fermé mes yeux. Et j'ai imaginé le moment où j'allais aller me coucher ce soir.
Et je me suis imaginée en train de me coucher dans mon lit et de me dire waouh, j'ai passé une trop bonne journée. Elle était trop bien cette journée. Et juste en projetant ça, j'ai fait une bascule intérieure, je suis remontée en énergie, je me sentais bien et je suis allée réveiller mon fils. Donc voilà, pour cette petite astuce que j'utilise quand même assez souvent parce que c'est une auto-suggestion, d'accord. Le principe de l'hypnose, c'est de suggérer certaines choses à l'inconscient, mais on peut s'auto-suggérer certaines choses, comme quand vous vous dites des méchancetés, des choses désagréables et que vous vous rabaissez, en fait vous vous auto-suggérez cette vérité, donc vous la renforcez. Donc là en l'occurrence, profitez de ce système, de ce mécanisme de votre cerveau, inversez-le et commencez à vous projeter dans quelque chose de positif. Si déjà le matin vous prenez quelques secondes pour apprendre à croire que ce soir vous irez vous coucher et que vous vous sentirez super bien parce que vous aurez passé une bonne journée, vous allez apprendre petit à petit à vous reprogrammer et vos matins seront plus beaux. Bon, j'espère que tout ça, ça vous aura inspiré et que vous comprenez mieux un peu ce que vous ressentez en cette période. Et du coup, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui s'est passé pour nous dans la famille cet été. Ma mère habite dans le sud, on était en vacances chez elle, et puis elle a aménagé une caravane hyper cosy pour qu'on puisse dormir dehors l'été et tout ça. Et puis, on a laissé notre fils une semaine supplémentaire chez ma mère et nous, on est remonté dans le nord. Sauf que mon fils m'appelle et il me dit « Maman, je suis dans la caravane, ça va pas du tout ». Il se met à pleurer, il panique, il a du mal à respirer. Donc je rappelle qu'il a 10 ans, il s'appelle Jules et il commence vraiment à paniquer et à me dire j'ai peur, maman, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là je comprends qu'en fait il est en pleine crise de panique. La crise de panique, c'est vraiment de la panique mais à très haut niveau, d'accord. Donc ça fait partie des points culminants de l'anxiété. Donc ok, il est en train d'affronter un truc vraiment vraiment pas cool là. Et je suis à 1000 km et au téléphone et je lui dis écoute Doudou, soit on fait une séance là maintenant, ou soit j'appelle mamie qu'elle vienne te voir. Il me dit oui, appelle mamie. Donc j'appelle ma mère vient le rejoindre dans la caravane et il finit par dormir avec ma mère. Sauf que je sais qu'à ce moment-là, ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est pas digéré. Ok, il y a eu un bug cérébral, un grand sentiment d'insécurité, beaucoup de peur, et le lendemain, il va revivre la même chose, c'est certain. Donc il en a conscience, il sait comment ça fonctionne et il n'hésite pas à me demander de l'aider quand il en a besoin. Donc le lendemain, au moment où le soleil se couche, il m'appelle et il me dit « Maman, le soleil commence à se coucher et je commence à avoir peur ». Donc vu qu'il avait peur, mais que c'était quand même assez doux, on a pu le travailler. Et là je me suis dit « Mais comment font les autres parents face à ça ?» Comment font les autres parents? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant que j'avais peur de quelque chose, on me disait « Oh mais non, ça sert à rien d'avoir peur, c'est dans ta tête. » Bah oui, j'avais beau savoir que c'était dans ma tête et que ça servait à rien, j'avais peur quand même. Hein. Concrètement, nous les adultes, enfin vous les adultes, ou en général, hein, d'accord, de manière ordinaire, quand vous regardez les gens autour de vous, entre la peur de l'abandon, la peur, la jalousie, la peur d'être trompé, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de prendre la parole, la peur de prendre sa place, la peur d'oser être soi... sérieux, les adultes, c'est les premiers à avoir plein de peur, justement parce que quand ils étaient enfants, ils ont accumulé, et puis qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec tout ça sans savoir quoi en faire. Donc forcément, ils ont pu développer leur niveau de conscience et se libérer de plein de peurs. On comprend qu'elles étaient irrationnelles, mais du coup, on peut pas laisser les enfants dans cet état-là à ce moment-là. Et concrètement, ça aurait pu être très problématique, parce que mon fils devait partir en colonie de vacances 15 jours plus tard pour la première fois. On me suis dit, alors là, si déjà chez mamie, il est en galère, colonie de vacances, c'est mort. Il va souffrir, quoi. Ça va pas être des bonnes vacances, c'est pas possible. Donc voilà ce que j'ai fait. Il a changé d'endroit, il est allé dans la chambre de ma mère, il a fermé ses yeux et en à peu près 3-4 minutes, on a complètement libéré son émotion. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Là, la partie de toi qui a peur, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? Et là, il me dit, elle est en train de se dire qu'il y a un monstre qui va arriver dans la caravane. Je lui dis, ok, c'est quel genre de monstre? Est-ce que c'est une image de quelque chose que tu connais, que tu as vu sur internet ou autre chose? Il me dit, oui, il me le décrit un peu. Je lui dis, ok, t'as l'impression que ce monstre, c'est quoi son intention? Il veut me faire du mal, ok. Et du coup, s'il te fait du mal, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va me tuer, ok. Et s'il te tue, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il s'est mis à pleurer et il m'a dit, je serai séparée de papa et maman. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ça y est, on avait mis le doigt sur ce que cette partie de lui, elle cherchait vraiment à exprimer. J'ai peur d'être séparée de mes parents. Et en fait, il m'explique que cette peur-là, il l'a eu parce qu'un copain, il a eu un copain au téléphone qui lui a expliqué qu'il y avait un homme qui s'était caché dans les murs d'une maison d'une femme pour l'observer, etc. Et donc du coup, ça, de fil en aiguille, la peur qui était déjà là en lui
plus ce que son copain lui a raconté, plus le fait d'être tout seul dans la caravane et d'être loin de nous, bah, tout ça a pu faire remonter cette émotion. Et c'est trop bien, parce que je préfère largement qu'elle remonte chez ma mère, plutôt qu'elle remonte en colonie de vacances, là où ça va être hyper compliqué à gérer, avec d'autres enfants autour de lui et tout ça. Et donc, du coup, il a libéré cette émotion, on est remonté un peu dans le passé, on a visité certains souvenirs, d'essayer de comprendre d'où ça venait et tout, et le lendemain, il a redormi dans la caravane. Et donc ça, c'est une bénédiction. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment génial de savoir moi-même gérer mes émotions, de savoir exactement comment faire pour me libérer à chaque fois que je ressens quelque chose qui me gêne et qui me dérange, pour le déprogrammer et pour pouvoir revivre ce genre d'événement, comme par exemple dormir dans une caravane, hein, d'accord, il n'y a rien de négatif là-dedans, de pouvoir redormir à nouveau dans une caravane et de me sentir bien. Donc de gagner du terrain sur les peurs, de gagner du terrain sur les émotions négatives, de déprogrammer le passé pour pouvoir vivre les choses en pleine conscience et d'être vraiment, vraiment présente. Donc j'espère que vous comprenez l'impact de la gestion émotionnelle. J'espère aussi qu'en tant que parent, ce que je suis en train de dire là, ça vous inspire. La plupart du temps, pour digérer les choses, il suffit d'y faire face. En fait, tout simplement, on est largement en capacité de les digérer seulement si on les regarde dans les yeux et qu'on se laisse du temps pour le faire. Bien sûr, vous le savez, si vous voulez apprendre ça, je vous accompagne. J'ai des programmes. J'ai un programme qui s'appelle Phoenix et qui vise vraiment à vous transformer en profondeur et vous apprendre à vous libérer seul de vos charges émotionnelles, à devenir autonome dans ce processus. Alors c'est pas que ça, mais si vous voulez en savoir plus, en dessous de cette vidéo, je vais mettre un lien, et s'il n'y a pas de lien, il suffit simplement de me contacter par n'importe quel biais, message, mail, envoyez-moi, appelez-moi, envoyez-moi un message sur Messenger, enfin, peu importe, de toute façon, je surveille à peu près tous les endroits où vous pouvez m'envoyer des messages. Alors ensuite, je voudrais vous faire part d'autre chose. Je vous ai parlé dans une vidéo l'année dernière que j'avais eu des synchronicités qui étaient hyper perturbantes parce que ça défiait les lois de la probabilité. Et je pense que ça définit très bien une synchronicité. C'est une suite de coïncidences qui défient les lois de la probabilité, quoi, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un de rationnel parce que j'ai très bien compris qu'en spiritualité, plus on regarde là-haut et qu'on veut s'envoler et qu'on oublie en fait, on oublie la réalité, on oublie qu'on est un humain, qu'on est ici, qu'on est sur Terre, que la réalité elle existe, et plus on se sent mal en fait. En spiritualité, c'est une erreur que quasiment tout le monde fait et par laquelle on passe tous. Mais là concrètement, tout en essayant d'être rationnel, il m'est arrivé des choses que je n'explique pas. Je pense que je commence à comprendre ce que ça signifie, mais néanmoins je voulais partager deux choses avec vous, dont une qui concerne une relation et des émotions intenses. Donc, petit moment, loi d'attraction. Donc, déjà, je suis née le 11-11. Bon, c'est important d'en tenir compte pour ce que je vais vous dire là. Quand j'étais enfant, j'ai toujours pensé que, je sais pas, je devais être exceptionnelle, je devais avoir un truc, j'étais née un jour férié. En plus, c'était le 11-11, quoi. C'était trop bien, j'étais contente de voir tous ces 1 alignés. En numérologie, le 1, ça représente le leadership, celui qui guide les autres, celui qui conduit. Et puis, moi, j'en ai deux, quoi. Donc, double leadership, entre le monde spirituel et le monde matériel, il y a un lien. Effectivement, en avançant dans ma vie, en me libérant, en me développant, ce sont des choses que je ressens, j'en fais l'expérience. Et puis je suis allée faire mes courses, comme tout le monde. Et donc ça devait être au mois de juillet. Et je suis allée faire 3 fois mes courses et 3 fois il y avait mon fils. Et à chaque fois, 3 fois d'affilée, j'en ai eu pour 111 €. Donc là, franchement, il faut m'expliquer la probabilité de ne pas prendre les mêmes aliments et de faire un ensemble qui va donner exactement 111 € et ce 3 fois de suite. Franchement, ça défie les lois de la probabilité. Mais attendez, il y a mieux. Je suis retournée faire mes courses, j'en ai pas eu pour 111 € et mon fils me dit « Ah maman, t'en as pas pour 111 € cette fois-ci ?» Et je lui dis « Oui, c'est vrai, ça y est, ça s'est arrêté. » Et j'ai passé ma carte Leclerc. Et là, j'avais 1,11 € sur ma carte Leclerc. Donc là, je me suis dit, c'est trop drôle, en fait, ça me fait rire parce que je me dis, c'est pas... Enfin, je vous aurais dit, c'est pas possible, en fait. Moi-même, j'aurais été la première à ne pas y croire. Et puis, quelques semaines plus tard, je suis retournée en course, puis on est passé aux caisses rapides. Et puis, avant de mettre le dernier produit, j'en avais pour 10,10 €. Bon, voilà, moi, les choses miroirs comme ça, mon cerveau, il tilte, je le sais, d'accord? J'en tiens compte. Ok, j'avoue que mon cerveau, il est calibré là-dessus. Sauf qu'en passant des cotons-tiges, j'en ai eu pour 11,11 €. Je suis passée de 10,10 € à 11,11 €. Ok, dites-moi si c'est possible. Dites-moi si c'est possible. Ok, on parle des heures miroirs, mais on regarde plein de fois notre téléphone dans la journée, notre montre et tout. Donc à la limite, ça s'explique, les heures miroirs et tout ça. Mais là, quand même, c'est improbable. Donc après, le montant de mon compte pro, c'était tous les mêmes chiffres aussi. Donc voilà, il y a eu encore des petites fuites, mais je vous passe les détails. Mais alors là,
il y a eu un truc qui a dépassé l'entendement et heureusement que je parle de tout ça au fur et à mesure à mon conjoint parce que sinon il ne me croirait pas. Bon, j'ai envoyé un message vocal à une de mes clientes et ce message vocal faisait 1 minute 11. Mais le même jour, j'ai publié une vidéo sur mes réseaux sociaux et cette vidéo, elle durait 1 minute 11. Je vous assure que j'ai pas fait exprès. Ça, déjà, c'est le premier point. Et puis, on va avoir une conférence avec mon conjoint au mois de novembre. Et en fait, je vois passer une publication de ce monsieur et il explique qu'il va faire sa 4000e conférence en 30 ans. Et là, je me dis, waouh, non mais attends, 4000 conférences en 30 ans, c'est un truc de ouf. Et du coup, je me dis, ça fait combien de conférences par an ça? Donc, je prends ma calculatrice et je divise 4000 par 30. Ok, d'accord. Et là, je sais plus, ça fait 1000 et des patates ou un truc comme ça. Et je me dis, non mais c'est énorme, enfin, c'est énorme quoi, ça fait plus de 100 conférences, ouais, plus de 100 conférences par mois. Je me dis, mais non, par an, et je me dis, ça fait combien par mois? Combien de conférences par mois? Et du coup, ça fait 11,1111111. Ok, vous en penserez ce que vous voulez. Ne vous dites pas, Alexia, elle est en train de débloquer. Ça y est, elle est matrixée par le 11. Vous allez me retrouver comme dans le nombre 23, là, le film avec Jim Carrey, avec des 11 tatoués partout sur mon corps. Surtout, s'il vous plaît, faites-moi interner si un jour vous me retrouvez dans cet état. Mais bon, voilà, je voulais vous expliquer quelques petits trucs. Et il s'est passé plein d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous donne juste les petites pépites. Et donc du coup je vais finir cette newsletter sur une histoire qui va vous parler parce que ça parle de relations et on a tous des êtres chers autour de nous avec des choses qu'on aimerait être capable de dire aux autres, des choses qu'on aimerait être capable d'améliorer dans nos relations, de peut-être d'oser dire, d'oser être aussi. Et quand on se développe, on comprend très rapidement qu'en fait c'est un chemin, hein, qu'on ne peut pas devenir soi du jour au lendemain. Alors, je pense que ça arrive à certaines personnes et c'est extrêmement rare, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus non plus. Mais par contre, c'est un chemin où finalement, sur ce chemin, on se déshabille du passé. On se déshabille de nos peurs futures, on se déshabille de nos illusions, de notre ego. On fait ce travail de l'ombre pour peu à peu devenir soi. Et plus on se sent nous, plus on sent qu'on a vraiment un sentiment d'exister. Et ce sentiment d'exister, c'est lui qui nous donne de la confiance. C'est-à-dire qu'on passe à un autre cap de la confiance en soi. C'est juste, en fait, on se dit, mais je suis, voilà. Il n'y a plus de je suis géniale, je suis compétente, je suis super. En fait, le simple fait de sentir que tu es, que tu vibres, et il y a de la vie en toi, en fait, ça te remplit, quoi. Mais forcément, dans certaines relations, quand il y a des charges émotionnelles, il y a toujours de l'ego, et il y en aura en fait toujours, mais du coup, ça peut mettre de la distance sans même qu'on en ait conscience. Et j'ai un frère que j'adore et il a eu une enfance un peu compliquée. Il a perdu son père quand il était jeune. Et moi, quand j'étais petite, quand j'étais enfant, je sentais que j'avais beaucoup de pureté dans le cœur. J'avais énormément d'amour et encore plus pour lui, je l'aimais de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il me rejetait parfois parce qu'il ne voulait pas passer de temps avec moi, je continuais de l'aimer à chaque fois en me disant « Ouais, mais... » il a perdu son père aussi, il faut le comprendre, quoi. Mais malgré tout, j'encaissais, quoi. Ça faisait mal, certaines insultes, certaines remarques, c'était douloureux pour moi. Donc, comme j'ai commencé ce travail personnel il y a plus de 10 ans, encore une fois, vous doutez bien que tout ça, je l'ai travaillé. Ce qui a nettement apaisé ma relation avec mon frère, parce que j'avais très peur pour lui, et du coup, j'avais tendance, moi, à incarner la nana très sage, l'enfant responsable, et même en grandissant, d'accord, voilà, je suis quelqu'un de responsable, je me prends en charge, j'ai pas peur de responsabilité, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Et mon frère qui à l'inverse avait tendance à mes yeux, à mon interprétation, à être instable, à faire les mauvais choix, prendre des risques, à se mettre en danger, et du coup ça me faisait très peur de le perdre, mais j'avais pas conscience que j'avais peur de le perdre. Moi je pensais juste que j'étais fâchée contre lui, mais en réalité son comportement réveillait mes peurs et me faisait me sentir impuissante. Je me sentais impuissante à l'aider et du coup je voulais faire rentrer de force certaines choses dans sa tête et donc j'étais un peu contrôlante en fait. J'essayais d'être contrôlante avec lui. Mais concrètement, j'étais chiante. J'étais contrôlante et chiante. Et c'était contre-productif parce que c'est mon grand frère et quand moi je venais lui donner des conseils ou lui dire ce qu'il avait à faire, lui concrètement il se sentait rejeté. Il se disait mais foutez-moi la paix, laissez-moi faire mes choix parce que j'ai mes blessures aussi et ayez confiance en moi, j'ai besoin que vous ayez confiance en moi. Arrêtez d'avoir peur pour moi, ça me stresse aussi. Donc en fait on se disputait, puis pendant 1 mois ou 2 on se parlait pas, puis bon après on s'aime, alors on se réconciliait, mais néanmoins du coup il y avait toujours ce schéma qui revenait d'année en année. Et du coup en ayant libéré toutes ces charges émotionnelles et toutes les peurs que j'avais, finalement je me suis mise à regarder mon frère tel qu'il est et à voir ok,
là je suis lucide, je vois un peu tous les aspects qu'on pourrait qualifier de négatifs, mais je vois aussi tout son positif en fait. Il s'en sort tout le temps, il est malin, il est courageux, il est travailleur, il est drôle, il est gentil, il a bon cœur, enfin voilà, vous voyez, je le vois non plus que son côté noir, je vois aussi son côté blanc. Ça pour moi c'est très important que vous associez ça à la vérité. Regardez que ce qui va pas chez quelqu'un, c'est un mensonge. Regardez que ce qui va bien, c'est un mensonge. La vérité c'est qu'il y a les deux. Donc du coup, notre relation s'est apaisée, on a pu commencer à tisser des liens, s'appeler régulièrement, passer des bons moments, se parler de choses et d'autres, puis peut-être entrer aussi dans un petit peu plus de profondeur. Pas assez à mon goût, mais quand même. Et puis, mon frère est remonté dans le nord pendant les vacances d'août, et en fait, quand il est remonté, on n'a pas pu se voir beaucoup. Et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir le voir, mais je lui en avais pas parlé, donc on a quand même passé une journée ensemble, mais j'étais frustrée, j'ai pas voulu lui dire, j'ai pas voulu le blesser, mais quand il est reparti, j'étais en colère. Et d'habitude, quand je ressens de la colère, automatiquement, je sais que c'est parce que ça réveille quelque chose en moi. Dans 90% des cas, la colère, elle dit que vous regardez en face de vous. La caméra, elle est tournée sur l'autre personne, alors qu'en réalité, si vous vous regardez, vous allez vous rendre compte que c'est à vous que vous en voulez. Et effectivement, en fait, du coup, j'ai eu besoin de me libérer. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir exister tel que je voulais à ses yeux, de ne pas pouvoir être cette pureté, cette joie, cet amour que je sentais en moi, de ne pas pouvoir lui partager, de ne pas pouvoir lui donner. J'avais l'impression finalement d'être bloquée, donc impuissante, mais d'être aussi censurée, de ne pas avoir accès à lui, en fait. Donc, c'est ce que je revivais. Mais oui, mais c'est le karma, c'est la loi d'attraction. Là, je pouvais l'effleurer, mais je n'avais pas vraiment accès à lui. Donc, du coup, je le vivais comme une injustice. Et finalement, je pense aussi que ça me bridait de manière générale dans toute ma vie. Il faut bien comprendre que quand vous repérez un symptôme comme ça chez vous, quand vous repérez un mécanisme, une blessure profonde, etc., une émotion qui est bloquée, en fait, elle ne va pas uniquement se manifester dans la relation. Elle va se manifester dans tout ce qui est similaire à cette relation. Mais si en plus, vous y voyez quelque part une partie de votre identité, que vous vous jugez pour ça, en fait, c'est quasiment dans toutes les facettes de votre vie que vous aurez les symptômes en fait, de cette émotion-là. D'où le fait que c'est hyper intéressant de travailler sur une émotion, peu importe son origine en fait. Et donc, en libérant cette émotion-là, le lendemain, donc j'ai rien dit à mon frère. Et le lendemain, il m'a appelé. Il m'a appelé et on a super bien discuté et il s'est excusé de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec moi. Il m'a dit qu'il s'en voulait, que c'était qui culpabilisait, qu'il essayait d'aller voir tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, et qu'en même temps il avait l'impression que personne n'était jamais satisfait. Et du coup, grâce à ça, en fait, on a pu parler vraiment, échanger de cœur à cœur, et pouvoir véritablement être constructif dans ce rapport, où on était là l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait que de l'amour, il y avait de l'écoute, il y avait de la bienveillance. Et franchement, mais je suis tellement heureuse que toute ma transformation, elle ne se manifeste pas uniquement dans ce que je pense de moi, dans ma confiance en moi ou dans mon stress, parce qu'au départ, ce que j'ai essayé de faire, c'est arrêter de souffrir. Mais en fait, j'ai voulu ensuite cultiver mon bien-être, et voilà où ça me mène concrètement, que ce soit avec mon fils, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mon frère. Là, par exemple, vous voyez, vous en avez un exemple où finalement, on a brisé quelque chose qui nous éloignait, j'ai brisé quelque chose qui nous éloignait, mais lui, derrière, ça lui a laissé la possibilité d'exister autrement. Je crois beaucoup en la loi d'attraction et je pense que quand nous, on change, les gens autour de nous changent. D'ailleurs, mon conjoint, hier, il a mangé une pomme. Il n'en avait pas mangé depuis ses 11 ans, d'accord? Donc plus de 20 et quelques années sans manger de pomme parce qu'il a été traumatisé par son orthodontiste qui lui a serré très fort l'appareil dentaire une fois qu'il avait mangé une pomme. Donc vous allez me dire, ouais, on s'en fout, c'est anodin. Mais non, en fait, on s'en fout pas. Parce que quand vous êtes capable de changer intérieurement votre réalité, votre vibration, au point que votre conjoint commence à prendre soin de lui, avoir une bonne hygiène de vie, se mettre au sport et manger une pomme après 20 ans sans en avoir mangé, sans lui en avoir parlé, je lui ai rien demandé, je lui ai pas demandé de manger de pommes. D'ailleurs, c'est lui qui les a achetées, donc vous voyez, c'est lui qui met en place cette transformation. Mais quand mon conjoint transforme son hygiène de vie, alors que pendant des années j'ai essayé de me battre contre lui, et qu'en fait j'ai juste utilisé un petit peu ma baguette magique pour tester et me dire tiens vas-y, essaye un peu la loi d'attraction, s'il n'y a pas de blocage ça va se faire, donc vas-y teste. Et qu'en fait je vois les choses qui se métamorphosent. Bah merci la vie, gratitude, voilà.
J'espère que ma newsletter vous aura inspiré, j'espère que vous restez abonné à mon compte, j'espère que vous avez des idées pour les futures vidéos. J'aimerais que vous me laissiez un commentaire, dites-moi ce que ça vous a inspiré, dites-moi si vous voulez aussi en savoir plus sur mes programmes de reconnexion, de transformation, etc. etc. Et puis du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite un bel automne avec tout mon amour. À bientôt.